Ce soir, nous vous proposons d'explorer un livre captivant qui nous plonge dans un chapitre peu connu de l'histoire du panafricanisme. Son titre, Un couple panafricain, Miriam Makeba et Stokely Carmichael en Guinée. Un ouvrage signé Elara Berthaud, chargée de recherche au CNRS au sein du laboratoire Les Afriques dans le monde. Bonsoir et merci d'être avec nous. À travers cet ouvrage, vous nous racontez l'exil et l'engagement de ces deux personnages, l'idylle également qui les a unis. Stokely Carmichael et Miriam Makeba, un couple iconique qui a trouvé refuge dans la Guinée de Sékou Touré dans les années 60-70. Alors tout d'abord, expliquez-nous ce qui vous a inspiré et conduit à écrire ce livre au sujet de ce couple panafricain. Merci pour cette invitation d'Amaury Dosso. C'est tout d'abord la rencontre avec le fils de Carmichael, Bokar Biro Touré, qui réside actuellement encore à Conakry et qui prend soin des archives du couple à Conakry, qui raconte tout à la fois l'histoire de la Guinée des années 70 et aussi tout un pan de l'histoire du Black Panther Party. C'est donc redécouvrir ces archives qui permet de réécrire une histoire complètement oubliée. Alors vous décrivez Miriam Makeba et Stokely Carmichael, qu'on peut voir à l'image, comme un couple iconique de la lutte antiraciste. Comment leur relation personnelle s'est-elle articulée autour de leur combat commun ? Miriam Makeba, c'est la chanteuse sud-africaine la plus connue du monde dans les années 60. Elle est lancée par Harry Belafonte et elle croise dans les salons un jeune leader des droits civiques américains, Stokely Carmichael, qui est celui qui popularise le terme de racisme institutionnel et qui va lancer aussi le terme de Black Power. Et donc tous les deux se rencontrent aux États-Unis et ils vont être visés par une opération du FBI et de la CIA qui vise à déstabiliser les Africains-Américains qui se battent pour les droits civiques, l'opération COINTELPRO. Et donc, ils vont accepter ce que Sékou Touré leur propose à l'époque, c'est-à-dire l'exil politique dans la Guinée socialiste. Alors, Miriam Makeba et Stokely Carmichael débarquent donc dans la Guinée de Sékou Touré. Comment ont-ils été accueillis par l'ancien dirigeant guinéen ? À bras ouverts, Sékou Touré avait besoin de ces personnalités magnétiques, extrêmement charismatiques. Miriam Makeba va chanter dans le label d'État guinéen, le label Silifone. Elle va chanter dans toutes les langues de Guinée, en maninka, en soussou, en poulard. Elle va chanter les éloges de Sékou Touré. Elle va chanter à chaque fois qu'il y aura des grands leaders politiques qui vont venir, Fidel Castro et bien d'autres. Et elle va se couler dans un monde cosmopolite. Elle va devenir intime d'André Touré, la femme de Sékou Touré, mais aussi Mario de Andrade et tous les leaders qui luttent encore pour l'indépendance en 1968. Alors, quelle a été la démarche de Stokely Carmichael lorsqu'il arrive en Guinée, quand on connaît ses relations avec Kwame Nkrumah, le père fondateur de l'indépendance au Ghana ? Absolument, Kwame Nkrumah est destitué en 1966 et il trouve refuge précisément en Guinée. Et Carmichael est très intéressé par cette concordance de sa trajectoire et il veut se mettre au service du leader ghanéen. Il va devenir comme son secrétaire personnel et il va reprendre le parti que Kwame Nkrumah a fondé, le All African People Revolutionary Party. C'est un parti non étatique qui vise à faire advenir le panafricanisme en Afrique. Et donc, alors, vous le dites, il débarque dans la Guinée de Sékou Touré à cette époque où le dirigeant guinéen s'engage sur la voie autoritaire. Quelle relation entretenait-il avec le dirigeant qui était dans cet état d'esprit à l'époque ? Oui, il y a un virage autoritaire dès 1961 en Guinée avec le complot dit des enseignants. Et les purges politiques vont continuer. Et donc, lorsqu'ils arrivent en Guinée, c'est le summum de la répression politique. Ils ne vont pas être visés par les répressions. Ils vont considérer, en tout cas pour Carmichael, que c'était des violences nécessaires. Était-il en phase avec ce tournant répressif de la part du régime guinéen de Sékou Touré ? En phase, non, certainement pas. Ils étaient pour l'avènement d'un panafricanisme, l'avènement d'une utopie anticoloniale et antiraciste, et eux-mêmes ont été tout à fait stigmatisés. Miriam Makeba vient de l'Afrique du Sud, à l'époque complètement ségrégée et raciste, et Carmichael a été de nombreuses fois arrêté par la police américaine. Donc ils cherchent un havre de paix, et pour eux, la Guinée, à cette époque-là, est un havre de paix qui fait advenir ces utopies dans lesquelles ils sont corps et âme engagés. Par ailleurs, les violences politiques en interne, ils les considèrent en partie nécessaires à l'avènement d'une utopie socialiste. Mais c'est une sorte, effectivement, d'aveuglement de leur part sur les violences qu'ils voient. Alors concrètement, de quelle manière Miriam Makeba et Stokely Carmichael ont-ils
pu contribuer au programme de décolonisation des esprits initié à l'époque par Sékou Touré. Myriam Makeba va tomber amoureuse du répertoire musical de la Guinée, de Sékou Touré, avec l'avènement de nombreux groupes musicaux extrêmement célèbres, comme le Bembeya Jazz National ou le Tropical Joliba Jazz. Et elle va prendre des ballets africains et va le prendre de ce répertoire-là, des musiciens qu'elle va ensuite faire tourner dans le monde entier. Et elle va reprendre aussi toute une partie du répertoire guinéen. Et cette politique de l'authenticité que va promouvoir Sékou Touré, elle va s'y reconnaître avec l'usage des instruments de musique guinéens qu'elle va le reprendre à son compte et de tout un répertoire qu'elle va adorer sa vie durant. Et de son côté, Carmichael est extrêmement impressionné par ce programme de désaliénation linguistique que Frantz Fanon va également trouver très inspirant et qui va être la matrice conceptuelle de beaucoup de textes de Fanon, très impressionné par Fodéba Keïta à l'époque. Et il va reprendre aussi à son compte cette idée d'authenticité, de retour aux sources de l'histoire africaine. C'est d'ailleurs ce qu'il prônait lui-même lorsqu'il était au sein du Black Panther Party, avec cette idée de « reclaim our history », reprendre notre histoire et se mettre à l'étude des sociétés africaines et des histoires africaines. Alors le couple s'est séparé en 1973. À quoi est due cette rupture ? Carmichael se remarie avec une Guinéenne, Marliatou Bari, mais ils vont continuer, et c'est ce que je montre dans ce livre, c'est pas seulement un couple amoureux, c'est un couple amoureux, mais c'est aussi un couple militant, et ils vont continuer ensemble à servir les idéaux de Sékou Touré et à servir cette idée d'authenticité africaine et de panafricanisme. Alors votre livre aborde un aspect assez important de Conakry, la capitale guinéenne à l'époque. En quoi cette ville ouest-africaine représentait-il, comme vous l'écrivez dans ce livre, un carrefour intellectuel et culturel à cette époque ? Oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'Alger, mec de la Révolution, avec le festival panafricain de 69, mais il y a également eu des carrefours intellectuels au sud du Sahara. Donc l'idée dans ce livre, c'était repartir de ces archives qui sont encore détenues à Conakry pour montrer comment cette ville a été un épicentre de la décolonisation des imaginaires, des décolonisations linguistiques également, avec un festival de théâtre dans toutes les langues de Guinée, et également un lieu de refuge pour les militants de la Guinée-Bissau, du Mozambique, de l'Angola, du Zimbabwe et donc également de certains Black Panthers comme Carmichael. Enfin, quelles leçons contemporaines peut-on tirer de l'expérience guinéenne de Myriam Makeba et Stokely Carmichael ? Celle de l'oubli, c'est une histoire totalement oubliée aujourd'hui. En Guinée, plus personne ne sait ce qui s'est passé dans ces années-là et son fils essaye de faire revivre cette histoire. Et pour l'historiographie, décentrer l'historiographie, aller au-delà de ces histoires, puisqu'on ne retient que leur carrière américaine, aller au-delà de cette histoire américaine et essayer de reproduire une histoire qui soit réellement décentrée au ras des archives conservées en Guinée. Et aujourd'hui, en Guinée, que reste-t-il du passage de Myriam Makeba et Stokely Carmichael? Très peu de choses. La maison de Myriam Makeba est toujours à Dalaba. Elle est malheureusement dans un état assez préoccupant. Régulièrement, il y a des appels à la transformer en maison-musée, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. J'espère que ça le sera. Et ça n'est pas une histoire qui est enseignée à l'école, par exemple, alors que c'est un couple qui a réellement œuvré ensemble. Carmichael a fait de nombreux discours, il a été très actif sur le plan politique, et il me semble que relire ces textes aujourd'hui sont extrêmement intéressants, notamment pour la notion de colonialité qu'il a su déployer dans ces années-là de manière transatlantique. Et Lara Berthaud, merci d'être venue nous présenter votre dernier ouvrage, Un couple panafricain, Myriam Makeba et Stokely Carmichael en Guinée. Un livre à retrouver aux éditions Rothbau Crick. Merci à vous. Merci, Namori Dessau.